Salut les amis des montagnes. On est revenu en montagne après la A69, c'est quand même mieux ici, c'est très joli. On est sur une tourbière et on va parler avec mon collègue Vincent Chassé sur les tourbières. Allez, à tout de suite. Salut Vincent, tout va bien? Salut dire, ça va bien, ouais. Hein? Alors, on est où ici? Alors là, on est à Bernadouze, Ouais. sur la tourbière de Bernadouze, précisément, Ouais. à côté de Vic-de-Sauce, où j'ai une petite expérience en ce moment avec ma doctorante Marie, qu'on verra plus tard. Alors, et c'est pourquoi tu t'as mis ici? C'est quoi la raison pourquoi tu choisis cette tourbière? Alors, il y a une raison particulière, c'est qu'il y a deux types de micro-habitats qui nous intéressent. Une zone, là, sur laquelle on est, qui est un tout petit peu plus sèche, et derrière, une zone un peu plus humide. Donc, ça nous permet de faire des comparaisons d'humidité, l'effet de l'humidité sur la réponse des micro-organismes et des flux de carbone dans les tourbières. Et pourquoi c'est important? Alors c'est très important parce que les tourbières, donc, ce sont ce qu'on appelle des puits de carbone, c'est-à-dire qu'elles ont stocké du carbone depuis des milliers d'années. Ouais. Donc là, en ce moment, on marche sur une épaisseur de sol de plusieurs mètres. C'est plusieurs mètres. Ouais. Et en fait, c'est de la matière organique peu décomposée qui s'est accumulée au cours des années, donc depuis des millénaires. Et du coup, c'est du CO2 piégé de l'atmosphère qui se retrouve bloqué dans le sol grâce à ces écosystèmes. Ah, super, c'est super intéressant. Alors, ouais, tu as dit c'est plusieurs mètres de la tourbe, c'est ça? Oui, c'est de la tourbe, ouais. C'est pour ça on peut sauter ici. On peut sauter ici. Donc là, ici, on ne le sent pas trop, mais il y a des zones où on a un tapis flottant de sphène, qu'on appelle ça. C'est la mousse qui constitue le sol. Et dans certaines tourbières, on peut sauter comme ça et sentir les remous du tapis, quoi. Alors, et tu as dit c'est un stockage du carbone. On a des tourbières partout qui peuvent faire ça? Alors, toutes les tourbières actives stockent du carbone. Il y en a qui sont ce qu'on appelle plus actives parce que elles sont anciennes, elles se sont refermées avec la forêt, des choses comme ça, donc elles stockent plus de carbone à l'heure actuelle. Mais le carbone piégé dans le sol reste pour l'instant. Okay. Et donc là, nous, on est encore sur une partie de la tourbière de Bernadouze qui stocke encore du carbone. Et on étudie justement le devenir de ce stock de carbone sur la tourbière de Bernadouze en faisant différents types de mesures. Donc nous, on s'occupe des micro-organismes et de la relation des micro-organismes avec les échanges de CO2 avec l'atmosphère. Là, tu fais quoi? Alors là, je fais diminuer la concentration de CO2 dans la chambre pour pas que ce soit trop élevé, pour pouvoir faire ma mesure. Donc là, je place une chambre sur un anneau en PVC pour mesurer les échanges de CO2 au niveau du sol. Donc les échanges de CO2 entre la végétation qui va absorber le CO2 atmosphérique et le sol qui relargue du CO2 aussi par des processus de respiration. Là, tu fais la même chose, ça veut dire tu remets sur le CO2? Oui, et après je vais mettre le chapeau pour faire la respiration, qu'est-ce qui sort. Et là, qu'on a l'humidité qui accumule là-dedans, c'est pas grave? Non, c'est pour ça que je la flush petit à petit, quoi. Mais là, comme ça carbure pas mal en photosynthèse, là, il fait beau, c'est humide, ça s'accumule tout de suite dans la chambre. Et ça fait c'est pas problématique quand tu viens ici, c'est pas du soleil? Alors, pour faire les échanges de CO2, ce que je fais là en ce moment, il faut absolument qu'il fasse un temps ensoleillé pour pouvoir justement avoir la photosynthèse de la végétation, mais aussi des micro-organismes dans leur meilleure forme, si j'ai envie de dire. Parce que dès qu'il y a des nuages, ça va tout de suite couper la photosynthèse de la végétation et des micro-organismes. Et du coup, on fausse un petit peu les mesures de flux de CO2. Ok. Voilà. Ah. Donc, quelque part, c'est bien, on vient quand il fait beau. Et quelles d'autres mesures tu prends?
Alors, on fait des mesures d'ADN. On regarde quel type de micro-organismes on a dans le sol, donc leur diversité. Et particulièrement là, en ce moment, on s'intéresse beaucoup aux micro-organismes qui sont capables de fixer le CO2 atmosphérique, donc qui fonctionnent comme la végétation. Donc on s'intéresse beaucoup à ces organismes-là parce qu'on pense qu'ils ont un rôle important dans la dynamique du carbone des Et tourbières. ils s'appellent comment? Alors, il y a ce qu'on appelle des cyanobactéries, qui sont des bactéries spécifiques avec de la chlorophylle qui fixent du CO2. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des protistes, qui sont des petits organismes unicellulaires, qui sont ce qu'on appelle communément des micro-algues, et qu'on retrouve dans l'océan, dans les lacs, les rivières, et qui sont responsables dans les zones aquatiques de plus de environ 50% de l'assimilation de carbone, de la productivité primaire à l'échelle de la planète. Et c'est tout cet micro-organisme qui fait tout le travail de stockage du carbone ici? Alors non, il y a la végétation aussi, qui est quand même responsable de la majeure partie. Donc si on regarde au niveau du sol, on peut voir qu'il y a des mousses qu'on appelle les sphènes, elles absorbent une partie du CO2 de l'atmosphère. Quand on compare avec les plantes vasculaires, elles en absorbent moins, mais par contre, elles se décomposent très faiblement. Du coup, une grande partie du carbone qui est fixé dans l'année par ces espèces se retrouve piégée dans le sol. Ah oui. C'est vraiment une espèce très importante dans le fonctionnement des tourbières. Et là, tu as dit, c'est plusieurs mètres. Tu as une idée combien du carbone est stocké ici? Je pourrais pas dire les chiffres. Non? Il y a eu des estimations, mais je les connais pas par cœur. C'est des millions, c'est des milliers de tonnes ou Ouais, donc à l'année, on est en centaines de grammes de CO2 par an, par mètre carré. Ouais. Donc si on met ça à l'échelle de la tourbière, je pense qu'on atteint les tonnes de carbone piégées dans le sol par an. Et après, à l'échelle de dizaines d'années, on a des chiffres très importants, quoi. C'est dur de se représenter ça, mais c'est très important, quoi. Mais c'est très important, mais la humanité émite quand même beaucoup plus de carbone que pourrait être stocké par une tourbière comme celle-ci. Ouais, comme celle-ci, mais par contre, faut se dire que les tourbières à l'échelle globale, ça représente que 3% de la surface terrestre. Mais par contre, ces 3%-là, ils ont stocké et représentent un stock de carbone qui est plus important que tout le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Donc il faut imaginer que tout le CO2 qu'on a dans l'atmosphère, il y en a beaucoup plus dans le sol des tourbières, pour seulement 3% de la surface terrestre. Donc c'est vraiment conséquent. Et même une petite tourbière comme on a ici, c'est un rôle très important quand on met dans le contexte global. Ok, ça veut dire on ne va pas trouver les tourbières partout. On a quelques tourbières ici et là. Qu'est-ce qui est l'enjeu principal pour ces tourbières? L'enjeu principal, moi je le vois d'un point de vue stockage de carbone, mais il y a plein d'autres enjeux en termes de diversité, tout simplement. On a une végétation qui est assez unique dans ces écosystèmes, qu'on ne retrouve pas ailleurs. En montagne, la végétation des tourbières, donc les mousses qui constituent le sol, certaines plantes vasculaires, on va les trouver que dans les tourbières. Donc si on perd ces écosystèmes, on va perdre cette diversité en végétation. C'est pareil pour certains micro-organismes, mais il y a aussi tout un tas d'insectes, de libellules, d'amphibiens qui vivent autour des tourbières, même des espèces de papillons qui vivent que dans ces écosystèmes. Et si on perd ces écosystèmes, on perd toute cette diversité. C'est un peu dommage aussi. Ça veut dire qu'ils sont bien protégés, ces tourbières? La plupart des tourbières en France sont protégées. Ouais. Pas toutes, mais la plupart. Ici, il y a beaucoup de tourbières qui sont protégées. C'est une bonne c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que de plus en plus, on se rend compte de la valeur de ces écosystèmes, parce qu'il y a la valeur de biodiversité, il y a la valeur de stockage de carbone. Mais les tourbières, elles servent aussi d'archives historiques et climatiques. C'est aussi d'archives historiques parce que vu que ces écosystèmes sont là depuis des milliers d'années, en regardant par exemple le pollen qui a été piégé dans cette matière organique peu décomposée, on est capable de reconstituer certains événements historiques qui se sont passés par exemple au Moyen-Âge ou il y a quelques centaines d'années, précisément dans la région. Donc il y a un côté aussi vraiment une forte valeur à ce niveau-là, également en termes de société, j'ai envie de dire. Ok. Mais ils ont menacé ces tourbières ou
tout va bien? Comment ça se passe? Parce que on sait que le changement climatique en montagne est un peu plus fort qu'ailleurs. Ouais. Comment ça se passe pour les tourbières? Alors les tourbières sont menacées par les changements climatiques, surtout par les périodes de sécheresse. Comme ce sont des zones humides, elles sont très liées aux précipitations, à l'humidité ambiante qui règne dans le milieu. Donc avec les fortes sécheresses qu'on a maintenant dans les étés et qui sont de plus en plus longues, on impacte forcément beaucoup ces écosystèmes. Et le risque, c'est que ces écosystèmes qui sont des puits de carbone deviennent des sources de carbone. Et à ce moment-là, les conséquences vont être dramatiques parce que si on imagine tout le carbone qui est piégé dans ces écosystèmes se retrouve dans l'atmosphère, on va amplifier encore plus les changements climatiques. Et à l'heure actuelle, on dit que les tourbières sont des bombes à retardement climatique pour cette raison. Ça veut dire c'est des points, des basculements, on parle de ça, c'est ça? Ouais, voilà, si les sécheresses se répètent et durent de plus en plus longtemps, à un moment donné, les tourbières, elles vont switcher. On n'aura plus cette fonction puits de carbone. Donc sur l'année, on va perdre plus de carbone qu'on va en assimiler. Et du coup, la valeur puits de carbone de ces écosystèmes, elle va disparaître. Et tu vois déjà un changement depuis que tu fais des mesures? Depuis combien de temps tu le fais? Alors moi ici, je travaille depuis seulement 1 an et demi, donc j'ai encore pas assez de recul pour dire, mais on a d'autres collègues qui travaillent sur plus longtemps sur la zone. Et donc il y a certaines parties de la tourbière qui sont encore puits de carbone, mais il y a d'autres parties qui sont plus vraiment actives et qui sont des sources de carbone. Ok. Et la dynamique sur les 5-6 ans de suivi, je ne peux pas dire comment ça a évolué. Ok, mais ça veut dire c'est un peu ton but. Tu prends les mesures, tu vas le faire sur plein d'années, Ouais. et après tu vas voir à quel point on a au set point des basculements pour cette tourbière ici, quand elle va commencer à émiter le carbone. Oui, exactement. Ouais. C'est l'idée, c'est de faire des suivis sur le long terme, parce que ça a vraiment une forte valeur, ces suivis sur le long terme, parce que ça nous permet d'avoir du recul et de voir comment ça change, surtout en ce moment, parce que depuis plusieurs années, on peut voir vraiment les événements extrêmes apparaître de plus en plus souvent. On les voit à notre échelle d'êtres humains. Donc du coup, en faisant un suivi sur 5-10 ans, on peut tout de suite voir les effets des changements climatiques actuels. Et du coup, anticiper mieux ce qui va se passer dans le futur. Donc c'est vraiment très important de faire des suivis sur le long terme. Mais tu n'as pas commencé un peu tard? Parce que là, les dernières années, on a vu que on a déjà eu beaucoup des années chaudes, plutôt secs, etc. Tu espères quand même de voir encore une évolution? Alors, ouais, moi j'espère voir des évolutions. Sur cette tourbière, oui, j'ai commencé un peu tard, mais je suis d'autres sites depuis plus de 5 ans maintenant en Europe. Et je peux déjà voir un peu une certaine dynamique et notamment la réponse de la végétation qui est de plus en plus rapide. On peut voir certaines espèces qu'on appelle les plantes vasculaires envahir vraiment les tourbières. Alors, on peut voir ça sur une période de 5 ans. Et la mousse, qui est vraiment très importante en termes de stockage de carbone, commence à disparaître en faveur de ces plantes vasculaires. Et ça, c'est dû au manque d'eau et à l'augmentation des températures. Ok, ça a été super intéressant de parler avec toi. Merci pour tous ces détails. J'espère que vous avez bien aimé parce que Vincent il est spécialiste pour les tourbières et ça a été quand même très pointu et très intéressant. J'espère que ça vous avait plu et on va regarder peut-être plus tard. Marie, elle va aussi ajouter quelques points de plus. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.